Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Ce jeudi, dans l'actualité, le début du procès de fait à Rennes. Celui que l'on surnomme le Madoff breton s'est exprimé sur cette affaire, nous l'entendrons. La maison Escargot qui accueille des enfants handicapés dans les Côtes-d'Armor lance un appel aux dons. Et puis vous vous en souvenez, ce lundi, la tempête Zeus a touché la Bretagne. Alors comment bien déclarer son sinistre? EDF peut-il m'indemniser en cas de coupure? Réponse dans ce journal. Et Benjamin Bréon aussi nous en dira plus dans le duplex sur les coupures d'électricité. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie, oui effectivement, on va profiter du fait que nous on a l'électricité pour parler de ceux qui n'en ont pas. On va voir ça donc dans un instant avec vous. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 9 mars 2017. Le procès de fait a démarré ce jeudi à Rennes. 1500 épargnants lésés se retrouvent face à celui que l'on surnomme le Madoff breton, Jean-Jacques Defay. À la cité judiciaire de Rennes, le procès devrait durer 3 semaines. Le principal mis en cause dans cette affaire d'escroquerie s'est exprimé au début de l'audience. On va l'écouter au micro de Raphaël Tondrieux-Gauthier de TVR 35. On n'a jamais eu la moindre escroquerie. Moi personnellement, je n'ai même jamais eu le moindre centime d'enrichissement. Donc c'est clair, il n'y a jamais eu. Bon, on peut se poser la question sur la façon dans laquelle les erreurs auraient pu être faites sur la commercialisation, mais à part ça, au niveau des coopératives, il n'y a jamais eu d'escroquerie. En bref, cette information concernant les compteurs Linky, les maires de Castres, Plouguerneau et Lanvalet ont été condamnés par le tribunal administratif de Rennes ce jeudi face à Enedis. Ces 3 villes bretonnes avaient bloqué le déploiement du compteur sur leur commune, comme on le voit sur ces images du mois de décembre à Plouguerneau. Pour le tribunal, les maires ne jouissent pas de l'autorité nécessaire pour interdire le déploiement des compteurs. Début mars, 300 000 compteurs Linky avaient été installés en Bretagne. La tempête Zeus a soufflé en Bretagne ce lundi, un des 5 plus forts épisodes météo de ces 60 dernières années. Les dégâts ont été nombreux, le courant n'est pas encore rétabli. Alors comment déclarer les sinistres? Le fournisseur d'électricité indemnise-t-il les clients? Élément de réponse dans ce reportage. Combien de jours pour déclarer mon sinistre? Tic-tac, tic-tac, il vous reste encore quelques heures pour déclarer les dégâts de la tempête Zeus à votre assurance. 5 jours sont prévus par la loi. Un mail daté avec une déclaration et des photos font très bien l'affaire. Dans cette agence brestoise, le téléphone a commencé à sonner lundi très tôt et depuis, cela n'arrête pas. On a eu une 60aine de demandes d'ouverture de dossiers. Le plus dur est passé déjà et maintenant on va pouvoir gérer ça dans le temps et faire au mieux pour que tout le monde retrouve son petit confort. Au niveau de son assurance, donc le plus important, c'est de le signaler. Après, libre au propriétaire de la maison de solliciter une de ses entreprises voisines. Les franchises, elles peuvent être quelque peu supérieures et c'est contractuel. Elles sont en général de 228 € pour ce type de force majeure. L'état de catastrophe naturelle ne sera pas déclaré pour cette tempête. Pourquoi ? C'est l'État qui décide de déclencher le statut de catastrophe naturelle. Lors de la tempête de 1999, cet état avait été déclaré, mais pas pour le vent. Il n'y a que pour les outre-mer où les vents peuvent être considérés comme catastrophe naturelle. En métropole, c'est la garantie tempête de votre contrat d'assurance qui agit. Mon électricité a été coupée pendant plusieurs jours. Serais-je indemnisé? A priori, non. EDF nous a précisé qu'aucune indemnisation ou allègement de facture n'était prévu pour les usagers. Ce mercredi soir, 18 000 clients restaient toujours privés d'électricité. Et vous l'entendiez à la fin de ce reportage, 18 000 foyers toujours privés d'électricité ce mercredi soir. Benjamin Bréon, où en est-on aujourd'hui ? Écoutez Julie, ça avance. Là, ce jeudi, on n'était plus qu'à 15 000 foyers toujours dans le noir. Il y en avait 8 000 dans le Morbihan, 6 000 dans le Finistère et 1 000 dans les Côtes-d'Armor. Et Enedis prévoyait 800 interventions pour la seule journée de jeudi. Et au niveau des autres dégâts, alors comment ça se passe ? Écoutez, évidemment, c'est loin d'être fini. À Brest, la mairie annonce des semaines entières pour tout nettoyer. Priorité aux grands axes et aux écoles, bien sûr, mais il y a également beaucoup de travail au Stangalard, où le conservatoire de la ville indique qu'ils n'ont jamais vu ça, notamment parce que vous vous souvenez de l'ouragan de 1987. En 1987, les arbres étaient plus petits.
Donc ils offraient moins de prise au vent et quand ils s'effondraient, évidemment, ils faisaient moins de dégâts. Par ailleurs, à Brest, toujours, le bois de Keroual est annoncé fermé pour au moins 2 semaines. Et en dehors de Brest, comment ça se passe aussi? Quelle est la situation? Écoutez, les dégâts sont nombreux aussi, forcément. Alors par exemple, à Lanester, dans le Morbihan, où ces 2 magnifiques cèdres de l'Himalaya qui sont derrière moi, qui ont été plantés il y a plus de 50 ans, vont devoir être coupés. Ou à Guidel, toujours dans le Morbihan, autre exemple, on reconnaissait hier encore n'avoir pas évalué tous les dégâts. Heureusement, tout ça se répare, ce n'est que du matériel finalement. Oui, c'est essentiellement du matériel et il en restera finalement surtout de belles images. Alors je vous en ai sélectionné 3 qui ont été parmi celles très nombreuses qui ont été envoyées par nos lecteurs. J'ai d'abord pensé à cette photo de Saint-Malo par François Trinel, un habitué de l'envoi de photos magnifiques. Le Chenal du Four par Dominique Cardinal, ou encore, pour finir, vous allez voir le Pays Bigoudin, une furie en noir et blanc signée Jean-Louis Tasse, extrêmement impressionnante. Merci beaucoup Benjamin pour ces explications et ces très belles images. À bientôt. Les pêcheurs ont préparé canne et appât. La saison démarre ce samedi en Bretagne, à Bazouges, la Pérouse, en Ille-et-Vilaine. Les amateurs de pêche relâchent près de 800 poissons dans les rivières, des cours d'eau qui ont subi la sécheresse hivernale. Le point sur la situation avec Raphaël Tondrio-Gauthier. Ah ben nous on va faire le bas là. On connaît là le haut. D'accord, si vous connaissez. Dans l'association de Jean-Pierre Provost, on est passionné de pêche. Alors, à quelques jours de l'ouverture de la saison, lui et son équipe déversent près de 450 kilos de poissons dans 3 rivières à proximité de Bazouges-la-Pérouse. Bon voyage. Allez. Pour cela, les pêcheurs parcourent près de 10 km et relâchent 3 par 3 les saumons dans les 4 coins de la rivière. La pêche à la truite, c'est pas une pêche, c'est une pêche itinérante, c'est pas une pêche sur un pliant. Les pêcheurs, pour les prendre, ils vont être obligés de se balader, vous voyez, ils vont être obligés de se promener le long des rivières. C'est ça l'intérêt de cette pêche-là. Dans la Tamoute, 200 kilos de saumon de fontaine vont retrouver leur état naturel. Un poisson qui est connu pour avoir un caractère bien trempé. Quand il est remis en rivière, il se trouve des endroits, des planques où il va s'étaler sur le long de la rivière et bon, il va attendre que la nourriture passe à portée. Il va s'étaler, quoi. Il va s'adapter au milieu, quoi. Et malgré les derniers mois de sécheresse, les dernières pluies ont rassuré Jean-Pierre Provost. Le pêcheur constate aujourd'hui que certaines rivières ont retrouvé leur niveau habituel. Il faut voir dans le temps, si vous voulez. Il y a un mois, tout le monde était en alerte. Oui, il n'y a pas d'eau. Depuis 15 jours, il pleut un peu. Et puis là, vous avez vu la rivière, elle est en crue. On n'a pas vu ça depuis un an. Donc, pour nous, c'est positif quand même. Aujourd'hui, l'association de pêche La Truite Tamoutaise compte 960 adhérents sur un territoire qui enregistre 1800 personnes. La saison de pêche, elle, s'achèvera la 3e semaine de septembre. Direction les Côtes d'Armor à présent, où depuis 2 ans, la maison Escargot stimule les enfants handicapés. Mais aujourd'hui, l'existence de cette structure est menacée. La directrice pousse un cri d'alarme et organise des événements pour récolter des fonds. Mathilde Kemener. Chaque vendredi, ces costarmoricaines se réunissent pour préparer un défilé de mode qui aura lieu au mois d'août. Les fonds récoltés permettront à la maison Escargot de Plédéliac de vivre. C'est une école pour enfants handicapés où on privilégie la stimulation. De pouvoir fabriquer des choses qu'on va vendre pour ramener des finances de toute façon. Donc non, je trouve que c'est vachement important. Pour cette école, la multiplication de ces événements est vitale car elle n'est pas reconnue par l'Agence régionale de santé et n'est donc pas subventionnée. Une situation précaire après 2 ans d'existence, alors la colère et la lassitude gagnent la fondatrice. Je trouve que c'est complètement indécent de ne pas venir nous voir, de ne pas se poser la question de ce qui se passe à Plédéliac. Oui, il y a un sentiment d'injustice même. Pour cette maman de 2 enfants handicapés, cet établissement est un véritable aboutissement. Insatisfaite des solutions françaises, elle est séduite par cette méthode, la méthode PETO, après 10 ans de voyage à travers le monde. Aujourd'hui, l'école déplace des familles de Bordeaux, du Mans ou encore de Normandie comme cette maman. D'être capable de faire ce qu'elle fait là, et d'être capable de manipuler. Ça, c'était une chose. Il y a 2 ans, c'est totalement impossible. Et personne ne faisait rien. Elle était dans sa chaise coque, elle était comme ça. Voilà. Aujourd'hui, fidèle à son emblème, l'escargot, l'école avance et
Ne recule pas, sa directrice déborde d'idées, comme développer une offre pour les grandes personnes, mais sans reconnaissance, l'avenir est bien incertain. Et si vous passiez au vélo électrique? Depuis le 1er mars, l'État aide les futurs acheteurs avec une prime de 200 € dans les magasins de cycles et auprès des clients. Cela fait son petit effet. Le reportage de Frédéric Lorenzo. Avec le retour prochain des beaux jours, les ventes de vélos vont repartir comme chaque année. Phénomène nouveau de ce mois de février 2017, une prime d'État pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Dans ce magasin spécialisé, la saison a commencé dès l'annonce de ce coup de pouce de 200 € maximum. C'était le 19 février dernier. C'était pas du tout attendu, en fait, c'est tombé, on entend parler depuis que j'ai créé l'entreprise, moi il y a 9 ans, on entend parler de cette hypothétique prime qui un jour peut-être serait mise en place, et puis du jour au lendemain c'est tombé. La complexité sera de trouver du vélo pour tout le monde maintenant, parce qu'on anticipe tous les ans, le marché augmente de 20% à peu près, donc tous les ans on anticipe nos commandes de 20%, mais là la problématique c'est si le marché augmente de 40%, où on va trouver les 20% restants. L'offre est valable pour une personne ou une société qui achète un vélo avant le 31 janvier 2018. Elle couvre 20% du prix du vélo, plafonné à 200 €. Reste qu'avec un coût moyen de 1 000 €, même si le coup de pouce est appréciable, il ne vient que renforcer la motivation d'une clientèle déjà captive. Mon mari est venu acheter un vélo électrique il y a 3 semaines. Et j'avais dit, moi j'en veux pas parce que j'ai mon vélo et je veux pouvoir faire du sport. Et puis on est partis en balade tous les deux. Et j'arrive pas à le suivre. Et donc aujourd'hui, on est venu voir si je pouvais m'en acheter un. Moi, j'en avais acheté un avant qu'il y ait cette histoire de prime. Donc c'est pas ça qui nous a décidé. Ça a trotté dans la tête depuis un certain temps, puisque chez nous, il y a tout, ou du vent ou des côtes, comme on dit. Et donc un vélo électrique, c'est bien. Le marché du vélo électrique progresse chaque année de 20%, mais la vente de ces véhicules ne représente que 4% du marché total du vélo. Et c'est le moment de retrouver le Tour de Bretagne en 60 secondes. Un autre breton candidat à l'élection présidentielle, Nolan Lapie. Qui ça, allez-vous me dire? Eh bien, Nolan Lapie, c'est le fan de Dieudonné qui a donné une claque à un ex-premier ministre en campagne à Lamballe. On se demande si son quart d'heure de gloire médiatique lui est pas monté un petit peu à la tête au Nolan, là. Vous vous souvenez du Sea Bubble, cette espèce de vélib aquatique porté par le skipper Alain Thébault et la légende du windsurf Anders Bringdahl? Eh bien, fini le temps de la science-fiction, il est désormais, si l'on peut dire, sur les rails. Les premiers prototypes sont annoncés pour le mois de juin et les tests sur la scène dans la foulée. Et on termine en musique avec ces danseurs réunis à Saint-Brieuc cette semaine. Alors vous me direz, on en a déjà vu plein des comme ça. Peut-être, mais ceux-ci ont quand même une spécificité, ils ont moins de 12 ans, ce qui rend le tout quand même nettement moins courant. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonne soirée.